Je vais partager mon écran pour qu'on puisse débuter. Alors, déjà que chacun d'entre vous commence par lancer MySQL Workbench. Donc, aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire comme travail. Ça, c'est notre plan de travail de cette journée. Donc, ce sont les quatre points que nous allons aborder. Et j'espère que d'ici là, par rapport à ce que nous avons vu dernièrement sur les jointures, vous pourrez mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser les jointures. Lorsque nous allons aborder la notion de vue, vous aurez bien l'importance. Déjà, il y a une certaine importance sur les jointures, mais maintenant, pour essayer d'avoir une certaine simplification, vous pourriez voir comment est-ce que les vues peuvent aider dans la simplification de l'utilisation de ces requêtes-là, et comment aussi vous pouvez utiliser les sous-requêtes pour améliorer vos différents codes, pour pallier certains problèmes lors de la création de vos différentes requêtes. Donc, sans plus tarder, on va voir et vous présenter comment est-ce que l'on peut faire pour récupérer les données qui proviennent du type data. Déjà, je vous avais montré lors des sessions précédentes que dans le format date, comment est-ce que le format en question se présentait. Il y avait, c'était subdivisé, vous pouviez quitter de l'année jusqu'à atteindre les secondes. Donc, pour avoir un format du type date, du type structuré de la manière suivante: année, mois, jour, heure, minute, seconde, ainsi de suite. On pouvait avoir tout cela. Donc, la fonction ici qui nous permet de pouvoir récupérer les données qui proviennent du type date, c'est la fonction extract. C'est cette fonction qui va nous permettre de pouvoir récupérer les données qui proviennent du type date. Donc, on va pouvoir extraire que ce soit le mois, que ce soit l'année, que ce soit l'heure. On pourra extraire ce type de choses à partir de cette fonction-là. Donc, on va extraire une partie de la donnée de type date. Donc, on va pouvoir extraire un certain nombre d'informations que vous pouvez voir de ce côté. Donc, ici, vous avez les microsecondes, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, le mois, le trimestre, l'année. Pour avoir les microsecondes, ainsi de suite. Pour avoir, en fait, une liste exhaustive de ce que vous pouvez récupérer d'une donnée qui est de type date. Donc, ici, comme par exemple, si l'on souhaite euh, extraire juste le mois de la date, vous voyez comment est-ce que c'est structuré. Nous avons ici notre requête. Faisons notre select. Faisons notre select et nous utilisons la fonction extract dans laquelle nous définissons la partie que nous souhaitons avoir. Donc, comme au niveau de la section, vous avez dit c'est extract part, c'est-à-dire que vous définissez la partie du mois, la partie de la date en fait, que vous souhaitez avoir, et oui, après from, vous mettez euh, la date, la date en question. Donc, ça va chercher à extraire une partie de cette date-là, la partie que vous aurez spécifiée qui peut être soit c'est microsecondes, secondes, minutes, heures, jours, ainsi de suite. Donc, vous allez spécifier et ça va récupérer à partir de ce que vous aurez là. Et ce qui est montré au niveau de cet exemple. ID select, extract, à l'intérieur, la partie spécifiée ici, c'est le mois. Et on va vous demander d'extraire le mois de ceci. Il permet en fait de faire ressortir
toute la partie qui concerne le mois. Donc, à partir de la date ici, vous pouvez spécifier si c'est que vous avez une colonne qui provient d'une table. Vous pouvez donc utiliser à la place peut-être de cette spécification précise, utiliser peut-être la date, d'utiliser la colonne en question et de pouvoir récupérer les données qui proviennent de cette colonne-là. Donc, je vais vous inviter chacun à ouvrir MySQL Workbench. Donc, moi, je vais lancer de mon côté aussi. Je vais lancer de mon côté. Donc, alors, là, je vais lancer. euh, Alors, nous revenons là sur l'ensemble des exercices qu'on a eu à faire hier. Bien. Donc, là, nous allons travailler. Nous allons déjà, pour la première chose, faire un exemple tout simple en travaillant avec la table payment. Donc, on va travailler avec la table payment dans laquelle il y a les dates de paiement. Donc, si nous exécutons là, on a un ensemble de données. Donc, ici, vous pouvez le voir, il y a la date de paiement et il y a les dates de mise à jour. Donc, ici, nous allons essayer de travailler avec la date de, la date de paiement qui est là et nous allons essayer d'extraire le jour et différents jours qui concernent les, les dates de paiement. Donc, pour cela, ce que nous allons faire, c'est de sélectionner toutes les colonnes ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre notre fonction extract que nous allons utiliser et nous allons définir le jour comme valeur, donc comme la partie que nous souhaitons avoir et nous allons mettre ici la colonne concernée qui est payment date. Donc, payment date. Donc, si nous exécutons, nous devons normalement avoir toutes les valeurs de jour qui sont situées là. Nous devons normalement toutes les avoir uniquement ces valeurs-là. Donc, vous voyez, voilà je vais mettre les différentes valeurs des jours ici. Les jours où il y a eu des paiements pour la location des différents films. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec SQL, donc je vais prendre une personne lambda qui ne connaît rien de tout ce qui est du langage SQL, qui ne sera forcément pas à l'aise en lisant peut-être un document de la sorte. Vous pouvez donc ajouter ici un alias pour dire que vous changez provisoirement le nom de cette colonne-là en parlant on va dire, mes jours de paiement. Ça comme ça, jour de paiement. Le jour de paiement. Au revoir. Donc, vous avez là, donc là, bon, là, c'est un peu plus compréhensible par une personne lambda qui ne connaît rien du langage. Donc,
Donc, pour le voir, voilà comment est-ce que l'on peut utiliser. Ça, c'est un exemple, euh, disons, tout bête. Ah, maintenant, comme autre exemple, disons, ça, c'est un exercice que vous allez faire. Et parmi vous, je vais laisser la tâche à JR. À JR, à JR de résoudre l'exercice qui, qui est proposé, donc, que je vais vous proposer. Donc, JR, est-ce que tu peux partager ton écran pour travailler? Est-ce que JR peut partager son écran? Ok, bien. JR, l'exercice qui est demandé ici, c'est de pouvoir, euh, c'est de pouvoir prouver tous les paiements qui ont été effectués par mois. Donc, de calculer, d'avoir une fonction qui retourne la somme des paiements effectués par mois. Donc, tu vas travailler avec la table payment. Ok. Donc, tu dois pouvoir, dans lequel dois pouvoir retourner l'ensemble des paiements effectués par mois. Donc, je veux la somme qui résulte de chaque mois. Hmm. Je sais pas comment je vais faire ça. D'accord. Est-ce S'il que, faut extraire, s'il faut grouper, je sais pas. ok. Est-ce que tu as fait quand même une idée de comment renvoyer la somme de tous les paiements effectués par mois? Est-ce que tu as fait quand même une idée de comment est-ce que on doit rédiger la requête pour renvoyer la somme de tous les paiements effectués par mois? Tous les paiements effectués par mois. Oui, on veut juste renvoyer la somme. On dit que tu en Hmm, as eu à effectuer des locations peut-être 15 fois, que ça puisse calculer la somme déboursée pour les 15 fois et que ça renvoie cette somme-là pour ce mois-là. Ok, je vais essayer. Pour le mois, la somme de tous les paiements, hein. Ok, je vais Oui, essayer. Mince. J'ai un problème sur ma machine ici.
Quand on a dit la somme de tous les paiements, non, ça consiste uniquement la colonne payment date, c'est ça. Amount. Somme de tout. Et aussi amount. D'accord. Sinon, je dois calculer les paiements comment? Très Hein? bon. Hmm. Hmm. C'est la somme. Je sais pas s'il faut mettre extra. Ouais, extra. Non, je ne vais pas mettre. Ah, si je vais mettre la somme de tous les paiements effectués par moi. Je vais plutôt mettre somme sur... Puisqu'on a dit par mois, ici, au niveau de paiement date, là, je peux toujours introduire le S. Je peux extraire la date, le mois. Hmm. Ouais. Puisqu'on a dit la somme par mois, Ouais. maintenant, c'est au niveau de select payment date, là, je dois extraire le mois. Commence par essayer. Ok.
By payment date, le mois. Ok, ok, ok. Group by payment date. Hmm, tu as combien de résultats déjà? Tu as mis le à 15 815 résultats. Fais scroller, fais Ouais. scroller, fais scroller. Fais défiler en fait. Si je vois, il y a plusieurs. Il n'y a pas. Pourtant, je vois au niveau de l'exécution, il y a eu. 15 815. Ouais, ouais, il y a forcément la barre qui permet de faire scroller, hein. Si là-bas, En fait, elle est petite, il hein. n'y a pas de bas ici, hein, je comprends pas. Oui. D'accord. En fait, est-ce qu'à ce niveau-là, tu ne constates pas que il y a un souci? Je vois le 5 elle a avec on dirait des montants de location normaux, normaux, quoi. Ça n'a pas fait la somme, en fait. Si, oui. Mais pourtant, j'ai mis somme en main. Somme amount. J'ai mis somme Mais sur. le problème est posé au Oui. niveau de ton groupe buy. Mais en fait, Ton groupe buy est fait en fonction de quoi? En fonction de la date de paiement ou bien? Je comprends pas. Allô? Voilà. J'espère qu'elle va revenir. Écran. Je vais partager mon écran pour que tu puisses voir. Tu vois déjà le travail, le travail qui était demandé, ce que vous étiez censé faire. Ok. Bien. En fait, en utilisant, on vous demande quand on vous demande quand on vous demande de travailler et de résoudre un problème comme celui que nous avons posé là, qui était celui de pouvoir retourner la somme de tous les paiements qui ont été effectués par mois. En fait, dans ces résultats, ils se retrouvaient avec le mois de paiement en question, ils se retrouvaient le mois de paiement plusieurs fois. Ça n'a pas fait la somme. Pourquoi? Parce que elle a appliqué la somme sur cette partie-ci, en fait. C'est sur ceci qu'elle a appliqué la somme, c'est-à-dire sur la colonne. C'est-à-dire qu'elle récupère les valeurs de la colonne, elle récupère les valeurs de cette colonne-là, où elle extrait le mois. Sauf que au moment de faire le regroupement, ou bien le regroupement des différentes valeurs, elle le fait en fonction de la colonne et non en fonction de ce qu'elle a extrait au niveau de la colonne. C'est où il y avait son problème. Donc, en faisant un regroupement,
en fonction de ce qu'on extrait au niveau de la colonne, ça permet de faire directement l'agrégation. On va faire directement l'agrégation sur les différents montants qu'on aura, à ce niveau-ci. Donc, cette somme-ci, ça sera effectuée sur les différents montants qui vont provenir de ce qu'on a extrait, à ce niveau-ci. On a décidé d'extraire le mois. Et qu'on a besoin de connaître, on avait besoin de connaître, en fait, le chiffre d'affaires réalisé mensuellement. Et on se rend compte que, à ce niveau-ci, si on extrait les mois, vu que les mois ici, ce sont des numéros, si on extrait le mois et qu'on on relie le mois en question aux différents montants, on pourra effectuer la somme en regroupant les différentes sommes par le mois en question. Donc, on a fait ici le groupe by par mois, parce que ici c'est le mois qui ressort. On va faire un groupe by par mois et on aura les différentes valeurs qui sont là-dedans. On aura la somme du mois de mai, la somme du mois de juin, la somme du mois de juillet, la somme du mois d'août, la somme de février. Donc, pour que ce soit encore un peu plus lisible, on peut faire un order by. Un order by, bon, ici, moi, je vais prendre la première colonne. Donc, là, ça va classer de manière croissante. Donc, voilà les valeurs que j'ai. Et qu'au mois de février, si on essaie de regarder le chiffre d'affaires durant le mois de février, voilà le montant qu'on a durant le mois de mai. Voilà, voilà ce qu'on a. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Voilà les valeurs qu'on a en fait. Ça permet d'essayer de voir les fluctuations peuvent, qui peuvent être là au moment de la réalisation des ventes. Quels sont les mois les plus hauts, quels sont les mois les plus faibles. Est-ce que tu as fait qu'à vu où elle faisait les erreurs? Oui, prof, j'ai vu. Ok. Donc, voilà à quoi est-ce que ça ressemble grosso modo. Donc, vous allez soit vous retrouver dans des situations où vous avez besoin d'effectuer un certain type de travail où il faut travailler avec des dates et pas forcément avec toute la date, peut-être avec des périodes sur lesquelles que vous voulez définir. Vous pouvez donc utiliser la fonction extract pour essayer de manipuler ces types de données-là. Donc, nous allons passer à l'élément suivant de notre travail, qui est celui des sous-requêtes. Alors, les sous-requêtes ici, en fait, viennent, je peux dire ça comme ça, essayer de simplifier la manière dont nous rédigeons la manière dont on interroge les bases de données, par ce fait que on va pas se retrouver en train de faire plusieurs requêtes à la fois, mais on va pouvoir imbriquer ces requêtes-là pour les utiliser. Donc, euh, le, l'objectif ici est de pouvoir gérer, les résultats à obtenir sans toutefois avoir à aller modifier le code tout le temps. Ça, c'est vraiment l'un des points forts des sous-requêtes. Donc, les sous-requêtes ici vont consister à exécuter une requête à l'intérieur d'une autre requête. C'est-à-dire qu'on aura une première requête que l'on va écrire et qui sera utilisée à l'intérieur d'une autre. Donc, parfois, on peut les utiliser au sein de la clause where ou bien avec la notion de having que nous avons vu la dernière fois pour remplacer un certain nombre de constantes. Bien. L'exemple que nous avons ici, c'est que nous supposons que nous voulons trouver des films, donc le tarif de location est supérieur au taux de location moyen. Donc, on va essayer de regarder le rental rate et à partir de là, on va essayer de voir, calculer la moyenne de ce rental rate-là et pouvoir donc regarder
le- les films dont le tarif de location est supérieur à cette moyenne-là. Donc, dans un premier temps, si c'est qu'on travaille euh, normalement sans utiliser les sous-requêtes, la première chose à faire serait de chercher le tarif moyen à l'aide de l'instruction select et de la fonction d'agrégation qui calcule la moyenne qui est ABG. Et dans un deuxième temps, nous allons utiliser le résultat que nous allons obtenir à partir de la première requête pour utiliser dans une autre instruction select que nous allons créer pour trouver dans les films qui permettent de pouvoir satisfaire la résolution de nos problèmes. Donc, ça, je vais vous montrer comment ça se passe sans utiliser la méthode de sous-requête. Et on va voir par la suite comment utiliser la méthode de sous-requête pour pouvoir faciliter ce genre de solution. Donc, je vais vous partager mon écran sur MySQL Workbench. Donc, je disais que, en fait, le premier point, c'est déjà de pouvoir trouver tout ce qui concerne la moyenne par rapport à la location. Donc, ici, on va travailler avec la table film. Donc, la première requête, normalement, que l'on fait, c'est celle où on va faire ressortir, on va faire un select, on va calculer la moyenne, on va faire select, on va faire naviger, ou on va faire un rental rate sur les films. Donc, on va mettre là le taux, Astor et from film. OK. Donc, si l'on exécute ça normalement, on devrait avoir la moyenne. Donc, vous voyez que, en fait, ici, cette moyenne-là est à 2,98. C'est à 2,98. Ça, c'est la valeur qu'on obtient. Maintenant, en un deuxième temps, ce que l'on souhaite faire, c'est de pouvoir utiliser cette valeur-ci pour pouvoir connaître tous les films qui ont donc un tarif supérieur à ces 2,98 $. Donc, on écrit donc une deuxième requête. Une deuxième requête ici, qui va donc permettre de pouvoir faire ressortir tous les films dont le tarif est supérieur à cette moyenne-là. Donc, ce que l'on va faire ressortir ici, il y a le title, il y a le titre, il y a le taux de location, il y a, bon, je crois que c'est tout, hein. Et on va faire ici from, ici un point virgule, non, c'est pas que ça fait ça. Voilà, ici from film, et on va donc définir une clause where. Clause where ici va s'appliquer sur rental rate. On va donc dire que partout où apparaît les films dont rental rate est supérieur à 2,98. Donc, supérieur à 2,98. Comme vous pouvez le voir. Et là, maintenant, on va se retrouver avec tous les films qui ont un tarif supérieur à ce taux moyen là, qui est de 2,98 $. Donc là, on se retrouve avec tous les films. On se retrouve en fait avec tous les films qui ont un taux supérieur à 2,98, comme vous pouvez le voir. Mais là, c'est très fastidieux parce que à ce moment-là, si les différents tarifs qui sont là changent, forcément, la moyenne va changer. Ce qui va faire en sorte que nous serons obligés de venir recommencer le même processus. Et on va recommencer par calculer le taux. Et une fois qu'on aura le taux, on va venir modifier le taux à ce niveau-ci. Ça devient très fastidieux en termes de travail. Donc, pour cela,
il y a la notion de sous-requête qui existe pour éviter que l'on ait à modifier de manière constante ou de manière récurrente le code, de manière à ce que le code puisse facilement s'adapter aux différentes situations que l'on rencontre. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que l'on utilise cela, quelle est la syntaxe qui est appropriée pour faire cela. Donc, dans la notion de sous-requête, lorsque l'on devait effectuer une construction de sous-requête, ce que l'on fait, c'est que on va placer ce que l'on considère comme étant une sous-requête, qui à la base elle-même est une requête, on va placer dans une seconde instruction, qui elle-même est une requête. Et on va l'utiliser à la clause where en tant qu'expression. Alors, la syntaxe ici qui est reliée qui est liée aux sous-requêtes est la suivante. Si nous prenons le cas, notre cas tout à l'heure avec les films dont le tarif est supérieur au taux moyen, ici, vous voyez bien, nous avons notre title que nous allons récupérer et le rental rate que nous allons récupérer au niveau de la table film. Sauf qu'au lieu d'écrire deux requêtes, nous avons notre première requête ici qui va nous permettre de calculer la moyenne déjà. Et maintenant, nous allons la mettre ici au niveau de la condition pour que tout à l'heure, on a dit que le rental rate était supérieur à 2,98. Nous avons eu à calculer les 2,98 là avant. Mais ici, on n'aura plus besoin de calculer. C'est-à-dire que peu importe les fois où le taux en question, ou bien le tarif en question, le tarif moyen en question va changer, on n'aura plus besoin de venir modifier le code. On n'aura plus besoin de venir réexécuter le code. Ça veut dire que chaque fois, on aura juste besoin de prendre le code en question va s'adapter. Au fur et à mesure que les chiffres changent, au fur et à mesure aussi, les valeurs ici s'appliquent simplement. On n'aura plus besoin de réécrire le code de manière à ce qu'il s'adapte à la situation face à laquelle nous faisons face. Est-ce que là, c'est clair? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, nous allons exécuter ce bout de code-ci. Donc, vous voyez ensemble ce qui se passe si on décide de passer à un système de sous-requête. Donc, là, à ce niveau-ci, on avait nos deux requêtes. Maintenant, ici, nous allons passer à notre système avec une seule requête. Donc, ici, avec avec sous-requête, sous-requête, et ici, c'est sans sous-requête. OK. Donc, ici, si nous exécutons, vous voyez, ici, on a combien? C'est 659 lignes qui sont retournées. Si on exécute aussi, on devrait avoir la même chose. Donc, on se retrouve toujours avec le même nombre de lignes et toujours les mêmes éléments. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que le système de sous-requête vient vraiment simplifier les différentes notions d'écriture que nous avons vues auparavant. Comment est-ce que ça simplifie? On quitte d'ici d'un système de 5 lignes à un système de 2 lignes en termes d'exécution, de 3 lignes en termes d'exécution. Vous voyez vraiment que ça devient très facile pour vous de pouvoir donc planifier les différentes requêtes que vous souhaitez écrire, que vous souhaitez utiliser. Ça devient vraiment très facile. Est-ce que jusque-là, il y a des soucis? Non, non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon.
D'accord. J'espère que quand vous allez recevoir les exercices, ça sera facile aussi. Bien. Nous allons continuer avec la partie sur les vues. On continue avec les vues. Alors, les vues ici, ce sont des notions, c'est une notion qui est très, très importante dans le cadre du développement des, des requêtes SQL. Parce que, en fait, les vues ici vont vous permettre d'accéder à des colonnes de plusieurs tables différentes sans que vous n'ayez à écrire de long code. Bien. Les vues ici, en fait, vont représenter un objet stocké dans une base de données. Les vues représentent les tables virtuelles dans MySQL. Les vues donnent cette représentation des données d'une ou plusieurs tables sous-jacentes. Alors, quand on parle d'objets stockés d'une base de données, à quoi est-ce qu'on fait allusion? On parle de tables virtuelles, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Comme vous pouvez le voir ici, quand on parle d'objets stockés dans une base de données représentant une requête, à quoi ça fait allusion? Ici, en fait, dans notre base de données, comme vous pouvez le voir, nous avons trois tables. La table T1, la table T2 et la table T3. Mais maintenant, on souhaite avoir certaines colonnes de ces tables-là dans un seul tableau. On voit que toutes ces colonnes-là apparaissent dans un seul tableau. Donc, au lieu de passer par des longues procédures d'écriture de jointure, qui normalement, comme on l'a vu la fois dernière, pour avoir accès à toutes ces colonnes-là, il faut passer par des jointures. Donc, au lieu de faire un select, on va choisir les colonnes qu'on souhaite avoir et faire des jointures entre la table 1, la table 2 et la table 3. On va passer par un système de vue qui, ici, va représenter en fait toute cette écriture-ci. Ça va représenter en fait toute cette écriture-ci. Donc, pour ça, on va venir ici choisir les différentes colonnes que l'on souhaite voir, mais à partir d'une simple écriture de select, donc à partir d'une simple instruction de requête, on pourra avoir accès à toutes les colonnes de ces trois tables réunies. Donc, ça va permettre de simplifier la complexité des requêtes, déjà, ça c'est la première chose. Et aussi, on va pouvoir, c'est vrai, je ne l'avais pas peut-être dit, mais comme lorsqu'on crée des bases de données, on a la possibilité de donner des accès à certaines personnes en fonction du niveau hiérarchique. On a la possibilité de donner des ouvertures, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de lecture, différents utilisateurs. C'est la même, on a la possibilité de faire la même chose au niveau des vues. Ça veut dire que je peux décider que un utilisateur a juste le droit de lecture. Et je peux décider qu'un autre a le droit d'écriture et de lecture, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est une notion assez importante. C'est une notion vraiment qui, dans vos méthodes de travail, est, je peux dire, primordiale. Tout comme la notion de jointure, la notion de sous-requête sont vraiment des notions très importantes qui vont vous permettre de pouvoir écrire des codes ou bien un ensemble de requêtes un peu plus sophistiqués que ce que vous faisiez au départ. Donc, la requête, la syntaxe associée à, à l'utilisation des vues commence par sa création. Comment est-ce que l'on crée une vue? Donc, pour créer une vue, vous allez utiliser ici la syntaxe, vous allez utiliser create view, vous définissez le nom de la vue et vous créez un alias. Et dans l'alias en question, entre parenthèses, vous allez utiliser votre select. Dans le select ici, vous pouvez donc mettre votre requête de jointure de manière à ce que lorsque la vue sera créée, vous puissiez donc utiliser la vue, que la vue se présente comme une seule table.
Et là, maintenant, on pourra utiliser les notions que nous avons vues au début les- sur la clause select, où on fait simplement select all from, on donne le nom de la table. Là, ici, nous allons donner le nom de la vue. Et on va pouvoir utiliser nos requêtes sans problème. Et le jour où nous voulons modifier la vue, il y a des possibilités de modifier la vue. Si nous voulons renommer la vue, il y a des possibilités de renommer la vue. Et au cas où nous n'en aurons même plus besoin, il y a des possibilités de supprimer la vue. Donc, nous allons effectuer quelques exemples et pour voir comment est-ce que l'on utilise les vues, comment est-ce que ça simplifie le travail, comment est-ce que ça améliore les tâches que nous avons à faire. Donc, en même temps qu'on va vous passer sur MySQL Workbench, on va voir ensemble comment est-ce que les vues se comportent. Donc, on va faire un cas simple dans lequel nous souhaitons obtenir les données sur des clients. Donc, si l'on fait un select from customer, on aura toutes les données liées, toutes les données liées au client. Le customer ID, le prénom, le nom, l'email. On aura l'adresse ID, on aura la date de création de compte. Donc, ici, nous, on veut juste récupérer l'essentiel. Donc, on va juste récupérer le nom, le prénom et l'adresse mail. Vu qu'il y a ce niveau aussi, on a juste l'adresse ID. On n'a pas toutes les données qui sont relatives peut-être à l'adresse proprement dite, au numéro de téléphone. On ne les a pas. Tout cela figure normalement dans la table address. Dans la table address, vous devrez normalement avoir toutes ces informations, les informations liées au numéro de téléphone et à l'adresse aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, à ce niveau-ci, nous avons effectivement l'adresse de chaque client. Nous avons l'adresse de chaque client et aussi, nous avons le numéro de téléphone des différents clients. Nous avons le numéro de téléphone des différents clients. Donc, dans un premier temps, c'est que nous, on veut juste avoir les, les données liées au client. Donc, on veut avoir dans la table customer, ce que nous allons prendre, c'est le prénom, le nom et l'adresse mail. Donc, nous aurons c'est first name, on a last name et on a email. On a email que l'on utilise. Donc, à ce moment-là, voilà ce que l'on obtient. Voilà en fait les trois colonnes qui proviennent de la table customer. Maintenant, on veut bien rajouter tout ce qui concerne l'adresse et l'adresse et le numéro de téléphone du client à cette table-ci. Donc, je souhaiterais bien avoir une table avec first name, last name, email, address et phone que l'on souhaiterait avoir. Donc, pour ce faire, ce que nous allons faire, ce que nous allons utiliser, la notion de jointure. Donc, pour cela, à ce niveau, ce que nous allons faire, ce que nous allons passer là, nous allons ajouter ici address et nous allons ici ajouter phone qui proviennent de la table address. Donc,
ce que nous allons faire par la suite, c'est de faire une jointure. Donc, je vais faire left join. Et ça s'applique sur la table address. Donc, là, on définit. Vu que dans la table address et la table customer ont en commun les ID des adresses. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons donner des alias à ces colonnes-là, ces différentes colonnes-là. Que ça soit moins fastidieux en termes d'écriture. Donc là, nous avons ceci. On va mettre donc facilement c.add address ID égal à a.address ID. Vous pouvez le voir. Donc à ce moment, on a en fait notre jointure. Normalement, on devrait avoir le tableau avec toutes les colonnes. Donc là, on a le first name, last name, l'email, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone des différents clients. Là, le tableau est complet. Sauf que nous voulons nous simplifier la vie au niveau de l'écriture parce qu'on ne va pas se mettre à écrire ce type de requête tout le temps. Donc, ce que nous allons faire pour l'utilisation des vues, donc ici, on met ici avec l'utilisation des vues. Ce que nous allons faire à ce niveau, c'est que nous allons donc créer une vue que nous allons utiliser. Donc, pour ce faire, ce que nous allons faire ici, c'est de tout simplement écrire create view. On donne le nom de notre vue. Je vais mettre info client. Info client. Et là, maintenant, je définis le as. Et là, je vais juste resélectionner ma requête de tout à l'heure que je vais mettre là. Et ensuite, je vais simplement fermer ma parenthèse. Tout simplement. On ferme juste la parenthèse et c'est bon. Donc là, j'ai eu, ça c'est la requête que je voudrais mettre en place pour créer une vue. Donc, lorsque je l'ai fait, je vais donc exécuter. Je vais donc exécuter. Là, c'est déjà créé, n'est-ce pas? Donc, pour me rassurer en fait que la vue a été créée, je vais venir là au niveau des vues. Je vais trouver ici, j'ai créé info client, n'est-ce pas? Voici ma vue ici, info client. Donc, si au niveau de ma vue info client, vous pouvez voir en fait que j'ai first name, last name, email, address, phone. Donc, en fait, la vue en question est déjà créée. Bon, à ce moment-là, je peux donc venir et exécuter la requête que j'avais au départ qui me permettait d'avoir l'ensemble de ces données. Donc, je peux facilement retrouver ces données-là en faisant simplement select all from info client, qui est une vue. Donc, si je le fais, je dois normalement retrouver ces 5 colonnes-là. Je dois pouvoir retrouver les 5 colonnes qui sont ici au niveau de info client. Donc, vous voyez, à ce moment-là, la requête devient plus simple. J'ai créé ma vue et c'est cette vue-là que j'utilise pour pouvoir avoir accès aux différentes colonnes qui proviennent de 2 tables différentes.
Est-ce que là, ça va? Non, non, j'ai pas très bien compris. À quel niveau? Pourquoi la ligne 90, hein? La ligne 90. 90, oui. OK. En fait, à ce niveau, vu que j'ai déjà créé la vue, n'est-ce pas? La vue ici, qui est info client, Mhm. va se comporter comme une table virtuelle. La table et cette table virtuelle comporte en elle deux tables, en fait. Elle comporte en elle les colonnes de deux tables. Et comme c'est une table virtuelle, j'ai la possibilité d'appeler ma table virtuelle et elle me fait ressortir les différentes colonnes qu'elle a en elle. Et les différentes colonnes ici, ce sont ces colonnes-là. Il y a first name, il y a last name, il y a email, address et phone. Email, last name et first name proviennent d'une table qui est la table customer. Address et phone proviennent d'une autre table qui est la table address. Et nous avons vu dernièrement que pour pouvoir avoir accès à une ou aux données provenant de deux tables différentes, de trois tables, ou de quatre tables, ou de n tables, il fallait passer par le système de jointure. Sauf qu'au lieu de venir réécrire des requêtes sur les jointures constamment, je crée donc ma vue qui me permet d'accéder aux différentes colonnes de ces tables. Et une fois que la vue est créée, la vue en elle-même, elle représente donc la table. Donc, chaque fois que je fais appel à la vue, elle me ressort exactement les tables dont j'ai besoin. C'est pour ça que après avoir créé la vue info client, j'ai donc euh, effectué une requête. J'ai effectué une requête qui me permet d'accéder donc aux différentes colonnes que j'ai mentionnées précédemment à travers cette requête. Donc, je fais un select all, ça veut dire que je sélectionne toutes les colonnes de cette table-là. Et j'ai toutes les colonnes ici. Donc, toutes ces colonnes-là qui sont là. Est-ce que là, ça va? Oui, ça va. Merci pour moi, j'ai un problème. Lorsque je mets le select from info client, là, ça met l'erreur, je sais pas pourquoi. OK, je vais essayer de partager. Vous allez partager votre écran. D'accord. L'info dit, c'est qui la première info qui does not exist. Est-ce que tu as créé la vue? Et ça, c'est d'abord ça le premier problème. Oui, voici ça que j'aime, created view. Info client. Je veux voir la vue en question. C'est la vue que je souhaite voir. Dans, dans ton schéma, déjà, je ne vois pas de schéma à ce Oui. niveau. Oui, je voudrais voir le schéma, la composition de ton schéma. Normalement, dans le schéma, tu dois avoir toutes les bases de données que tu as eu à créer. Ça, c'est la première chose. Tu devrais avoir tu devrais avoir tous les schémas que tu as eu à créer. Parce que là, je vois, tu es au niveau de la navigation. Je sais pas pourquoi. Je veux voir, en fait, les schémas. Dans Navigator, là, je veux voir les différents schémas que tu as. Voilà le schéma en dessous, là. Il y a Voici schéma le en bas. schéma ici. Ici, oui. Et voilà le schéma en dessous de Si. performance. Il y a une rubrique schéma en dessous. En dessous de performance, où il y a dashboard, performance report, performance schema setup. En dessous, il y a schema, où il y a catégorie, site et ainsi de suite. Je ne vois pas.
À gauche, voilà. C'est ça là-bas, non? Ou bien c'est moi qui vois mal. Ah, ici. Oui, Mhm. Oui. voilà. Bien. Maintenant, voilà au niveau de tes vues. On voit d'abord si la vue a été créée. Voilà, views là-bas. Non, ça n'a pas été créé. Et tu veux donc, et comment est-ce que tu ne veux pas voir l'erreur? Tu ne peux pas Enfin, là, appeler une vue alors que tu ne l'as pas créée. je ne sais pas Comment, comment vous créer. C'est la syntaxe. voilà la syntaxe qui a Voilà la créé syntaxe qu'on a. create view. Tu exécutes, Oui. ça crée la vue. J'ai exécuté. OK. Maintenant, tu actualises. Est-ce que tu as actualisé? Mhm. Va à refresh. Tu actualises et tu viens exécuter. Je pars où? À côté de schéma, il y a l'icône qui permet d'actualiser. Non, 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 plus haut, oui. Oui, OK. Est-ce que tu as maintenant ton info client au niveau des vues? Oui, j'ai ça. OK. Est-ce que à l'intérieur, tu as l'ensemble des colonnes que tu as mentionnées dans ta requête lors de la création de... Oui, il y a first name, last name, email, adresse et phone. Très bien. Maintenant, effectue dans la sélection pour qu'on puisse voir ensemble euh, ce qui s'affiche. Mhm. Ok. Voici ça qui s'affiche. Avant d'utiliser une vue, il faut vous rassurer qu'à l'avance, vous allez créer la vue en question. Vous comprenez? Oui, pour. OK. Donc, tu peux cesser de partager ton écran. Donc, comme je vous le disais, euh, on a la possibilité de pouvoir renommer les vues que l'on utilise et de pouvoir supprimer les vues en question. Donc, pour renommer une vue, on va utiliser pratiquement la même syntaxe qu'on avait lorsqu'on essayait de renommer les tables, rename table, puisque c'est une table, on va faire rename table et on va écrire l'ancien nom de la vue, puis nous allons utiliser le mot-clé to et nous allons écrire le nouveau nom de la vue que nous allons utiliser. Et aussi pour supprimer la vue, la syntaxe que nous allons utiliser, c'est grab view. Et ensuite, nous allons écrire le nom de la vue. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et nous allons passer à SQL Workbench pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut appliquer cela. Donc, ici, nous avons créé notre vue qui s'appelle Info Client. Si nous venons à ce niveau et que nous essayons déjà de renommer notre vue, qui est rename table, on écrit table, notre vue s'appelle info client.
C'est le nom de notre vue. On va mettre dessous et on va mettre tout simplement client. On va mettre point virgule. Et à ce moment-là, normalement, on devrait exécuter sans problème. Vous voyez ici, il n'y a pas de problème. Vous savez que ça a été effectué. Maintenant, si je décide de revenir exécuter cette commande précédente qui nous permettait de faire ressortir le contenu de la vue info client, je devrais normalement avoir une erreur. On vous dit table Sakila info client does not exist. Donc, le nom a changé et comme le nom a changé, ça ne reconnaît plus en fait ceci dans le système. Ceci n'est plus reconnu, cet élément-ci n'est plus reconnu dans le système. Le nouveau élément qui est reconnu dans le système, normalement, devrait être client. Donc, on va venir là. Si j'enlève et que j'utilise juste client, je devrais avoir ma table. Donc, lorsque vous changez, on a la possibilité de changer le nom, on a la possibilité de supprimer le nom, bien évidemment, de supprimer la table, bien évidemment. Donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut créer une vue, comment est-ce que je peux modifier le nom de la vue. Et je vais aussi vous montrer comment est-ce que je peux supprimer. Je peux supprimer la vue en question. Donc, je peux supprimer la vue. La syntaxe était simple. C'est simplement grab view. Faire un grab view. Et je mets le nom de la vue. Et là, je peux exécuter tout simplement. On dit que ça a été effectué. Et si je reviens ici, pour chercher, je devrais normalement avoir une erreur et que ça n'existe plus. Donc, à ce niveau-ci, dans mes vues, comme je n'avais pas fait de refresh, je fais un refresh, il ne devrait plus avoir cette vue-là. Donc ici, au niveau des vues, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vue concernant client ou bien concernant info client. Il n'y a plus rien parce que j'ai supprimé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, prof, c'est bon. OK. Est-ce que ça va pour JR? Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Bon, Blood arrive en retard. Ouais, on peut avancer, on peut avancer. OK. Donc, c'est voilà où nous allons nous limiter pour tout ce qui concerne le SQL, qui peut vous aider dans le cadre de l'analyse de données. Donc, vous savez dorénavant comment est-ce que vous pouvez exploiter les vues, comment est-ce que vous pouvez utiliser un système de sous-requête, comment est-ce que vous pouvez utiliser la clause select, ainsi que tout ce qui suit la clause select, que ce soit avec les conditions sur where, que ce soit avec les regroupements, avec le groupe by, que ce soit dans l'or, pour le rangement dans l'or, avec le order by. Vous savez désormais comment est-ce que vous pouvez travailler avec SQL pour pouvoir obtenir certaines informations à partir des bases de données. Donc, notre session d'aujourd'hui était la dernière que nous avions à faire avec SQL. Nous allons aborder notre dernier point de la journée. Je vais vous montrer d'une manière assez brève à quoi est-ce que ressemble Power BI, quelles sont les parties les plus utilisées, par exemple. Et je vais aussi vous présenter euh, un exemple de ce que vous pouvez produire comme travail avec Power BI. Donc, la semaine prochaine, bien évidemment, on va réellement entamer le travail sur Power BI. Et aussi, je crois qu'il y aura le projet sur lequel vous devez travailler qui vous sera présenté.
pour que vous commenciez déjà à prendre des dispositions pour travailler dessus. Et par la suite, on va cheminer jusqu'à terminer notre programme sur Power BI et que vous puissiez travailler sur votre projet. Donc, sans plus tarder, je vais passer à Power BI. S'il n'y a pas de questions, bien évidemment, je vais passer à Power BI pour vous montrer de manière assez brève ce que l'on fait comme travail sur Power BI. Prof, une question, Ouais, pardon. ouais. J'avoue que lorsqu'on a commencé à parler des views, je m'attendais à ce qu'on utilise les new models que je vois sur SQL Benching, puisque vous avez parlé d'une présentation schématique. Mais à ma grande surprise, on est resté sur les tableaux et sur les requêtes. Quelle est l'utilité des autres fonctions comme MySQL, modèle et autres là? Quelles sont les fonctions de... Quelle est l'utilité? On entre sur le logiciel MySQL Workbench, je Oui. vois par exemple, on peut écrire MySQL New Model. Lorsque vous avez parlé des views, je m'attendais à ce qu'on bascule sur cette partie où on devait voir les diagrammes apparaître, mais on est Oh, resté sur les requêtes. Et donc, je veux savoir, vous voulez voir les diagrammes apparaître. voilà, c'est ça. Oui, oui, je m'attendais Euh, à ça en fait. bien, je vais prendre peut-être le CO. Euh, non, non, je prends l'inspecteur. Je prends l'inspecteur. Non, je vais prendre ça. Euh, en fait, bien, les vues, le modèle, ce qu'on a vu sur les vues, c'était pour permettre d'utiliser d'utiliser en fait de faire fi de ce qui est des jointures au niveau de l'écriture des jointures, de diminuer la charge de travail que vous aurez à réécrire les différentes procédures de jointure tout le temps. Bien. Maintenant, les modèles, quand on parle de modèles, en fait, c'est vous définissez en fait la manière dont vous voyez que les différentes tables que vous utilisez soient connectées entre elles. Donc, les questions partent sur la base de ce que nous avons vu au premier chapitre, qui porte sur la création de tables et tout. C'est-à-dire, vous allez créer les différentes tables, vous allez les joindre entre elles, et après, vous aurez la possibilité de regarder le graphe en question. La possibilité de voir comment est-ce que les tables sont jointes entre elles, quelles sont les clés qui naviguent d'un côté à l'autre, ainsi de suite. Donc, dans le cadre de ce cours, ce ne sont pas les éléments qui nous aident en fait. Les éléments qui ont été abordés, ce sont les éléments qui, pour nous, nous semblent les plus importants lorsque vous travaillez et qui peuvent vous aider dans l'élaboration des solutions que vous êtes censé fournir, que ce soit dans une entreprise, que ce soit je dis, dans un travail de recherche que vous faites vous-même. Donc, il y a des notions qu'on n'a pas abordées parce que ce ne sont pas des notions essentielles pour vous dans le cadre de cette formation. Super, monsieur. Oui. Euh, Est-ce que MySQL a la possibilité d'extraire les données et de les reconstituer? Par exemple, il y a la collecte des données en ligne, par exemple. Est-ce qu'avec MySQL, on peut le faire? Non, déjà, ces solutions, ce n'est pas avec MySQL. Il y a des solutions appropriées pour pouvoir le D'accord, faire il y a des solutions d'entreprise ou bien des solutions de certaines structures qui sont d'accord, mises en place pour pouvoir effectuer ce genre de travail. C'est vrai Oracle propose a des outils appropriés pour faire ce travail-là, tout comme Microsoft a des outils appropriés pour faire ce travail-là.
Si je prends, bon, je vais prendre le cas de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est la solution proposée par Microsoft. Donc, D'accord. il te propose en fait, il te propose en fait des outils particuliers pour que ce soit l'extraction, la transformation, le chargement des données. Donc, Mhm. vous allez trouver chez Microsoft, ils ont un ensemble d'outils qu'on appelle Data Tools, à l'intérieur duquel tu vas trouver euh, le SSIS dans Integration Service, où tu vas trouver le SSIS qui est pour l'analytique et tu vas trouver le SSRS qui est pour le reporting. Donc, en fait, cette chaîne, c'est une chaîne que vous utilisez en commençant par le SSIS, sur lequel qui va te permettre d'extraire les données de différentes sources et de les transformer, puis de les charger dans le modèle de base de données ou bien dans le modèle d'entrepôt de données ou encore dans le modèle de l'arc de données que tu auras eu à mettre en place. Donc, ça va permettre d'effectuer ces trois tâches-là, l'extraction, la transformation et le chargement. À partir de là, tu as donc la possibilité si on se retrouve dans le cadre peut-être des data warehouse, dans les entrepôts de données, tu as la possibilité à ce moment-là de créer des infocubes. Et ce sont ces infocubes-là que tu vas créer dans le SSAS, donc dans la partie analytique de la suite réservée à ces travaux-là. Donc, dans les SSAS, tu pourras créer des infocubes. Et tu vas donc utiliser ces infocubes-là dans le SSRS. Tu vas utiliser ces infocubes dans le SSRS pour effectuer des reporting et tout. Et à partir de là, tu pourras passer aussi par Power BI pour avoir une sorte l'ensemble des visualisations possibles et publier tes rapports. Donc, il y a des solutions adaptées que ces structures UML, que ce soit Oracle, que ce soit Microsoft. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a d'autres structures qui ont eu à mettre des solutions en place. Mais là, je te parlais plus de la solution que j'utilise en fait. Oui. Donc, c'est bien subdivisé. Ce ne sont pas des éléments qui sont vraiment qui sont utilisés comme peut-être dans le cadre de Microsoft. Comme ici, on utilise MySQL Workbench, n'est-ce pas? Dans Oui. Microsoft, ce qu'on utilise, c'est SQL Server Management Studio. Ça permet de créer des modèles de base de données, ça permet de créer des modèles de data warehouse, ainsi de suite. Donc, en fait, ces outils-ci en question servent, je peux dire de manière réelle, à la modélisation, en fait, des différents diagrammes qu'on a déjà eu à faire, que ce soit en respectant le schéma sur UML ou encore Mhm. les dispositions que l'on fait avec Merise. Ça dépend. Donc, une fois qu'on a déjà eu à faire cette conception-là, au niveau que ce soit MySQL Workbench ou bien de SQL Server Management Studio, on a donc la possibilité de pouvoir réellement implémenter ces modèles que nous créons là-dedans. Une fois qu'on a fini de créer, c'était bon. Après, on va donc passer par le processus d'extraction et tout pour pouvoir charger les données au sein de ces différents modèles-là. D'accord. Il y aura des formations pour ça, des sessions. Je n'en sais pas grand-chose pour le moment, mais s'il y a des formations qui concernent ces outils-là ou bien qui concernent ces paliers-là, vous serez informé. D'accord, merci. D'accord. C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, oui. OK. Donc, avec l'équipe dirigeante de Retail Mion, on verra comment est-ce que cela peut être possible. D'accord. Ouais. Bon, je crois que y a-t-il d'autres personnes avec des préoccupations?
Y a-t-il d'autres personnes avec des préoccupations? Chafak et JR. Non, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. C'est-à-dire que les exercices qui vont arriver dans la journée, dans la journée de lundi à mardi, là, dans la nuit de lundi à mardi, entre ces 2 jours-là, tu vas me restituer les exercices là, étant correct pour samedi, non? Oui. D'accord. Ok. Donc, je vais vous présenter, grosso modo, ce qui concerne Power BI. Bien. Pour ceux, pour ceux qui sont nouveaux sur Power BI, déjà, ce que vous devez connaître, c'est que Power BI, c'est un outil assez puissant en ce qui concerne les outils d'aide à la décision. C'est l'un des outils pour moi qui est le mieux adapté parce que il est, je peux dire, complet. Il est complet. Tout ce qui peut être gestion de ressources pour avoir accès à des données, il est capable de vous permettre de combiner une multitude de sources diverses de données. Tout ce qui est niveau graphique, il te propose vraiment des graphiques que je peux dire au même niveau de ce que vous pouvez faire avec Python sur que ce soit Jupyter. Ouais, Jupyter, oui. Il vous propose ces mêmes graphiques-là. Donc, il est vraiment complet. Ouais, pour ça, il vous permet de pouvoir travailler sur un bon nombre de sujets, de pouvoir créer vraiment des rapports vraiment très intéressants, parfois aussi des rapports interactifs pour permettre à ce que vous puissiez en temps réel voir les différentes modifications, bien les différentes fluctuations des données que vous avez. Donc, vraiment, c'est un outil qui aide beaucoup dans le cadre du décisionnel. C'est vraiment un outil très important. Donc, dans cet outil, comme vous pouvez le voir, il y a une partie réservée aux différents champs. Bon, ici, je vais juste prendre, ça c'est un exemple qui avait été fait dans le cadre de l'analyse des données pour le COVID. C'était juste à titre illustratif, donc on n'y a pas mis beaucoup de temps de travail. Ça, c'est quelque chose qui a pris entre autres, je crois, c'était 10 à 15 minutes maxi pour monter ce que vous voyez là. Donc, vous avez les champs, vous avez les visualisations. Et maintenant, ici, vous avez la possibilité de publier. Et vu que Power BI, en fait, se décline en trois principales parties, il y a ce que nous utilisons sur nos PC. Le travail dans nos PC, c'est le Power BI Desktop. En fait, c'est vraiment l'outil principal. C'est l'outil principal de Power BI. Bon, maintenant, vous avez la possibilité de basculer, de quitter en local pour travailler en ligne. Donc, pour ça, il y a Power BI Service que vous utilisez. Donc, en ligne, il n'y a pas BI Service que vous utilisez. Et que vous avez la possibilité, lorsque vous arrivez à ce niveau et que vous cliquez pour publier, vous publiez et en ligne, peu importe où vous allez vous retrouver, le pays dans lequel vous allez vous retrouver, même si vous n'avez pas votre laptop, vous avez la possibilité de retrouver votre travail en ligne. Ou alors, si vous êtes toute une équipe qui travaille et qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas dans la même ville que vous, ces personnes ont la possibilité d'apporter les modifications à ce travail-là, puisque le travail sera en ligne, ils pourront avoir accès à ces travaux-là. Il y a aussi une version qui est disponible dans Power BI App, qui est disponible pour les smartphones et tout type de smartphones, donc que ce soit
des smartphones sous Android, mais des smartphones sous iOS. C'est disponible, vous pouvez utiliser aussi en ayant, par le même biais, donc à travers le service en ligne. Donc, à partir de www, Microsoft Power BI, vous allez trouver vos mêmes travaux en ligne. Donc, à partir de l'application, il a la possibilité de récupérer ces travaux-là et travailler sur l'application de son téléphone. Donc, ces outils-là vraiment vous permettent à ce que vous ne perdiez pas en termes de rentabilité, peu importe les déplacements, peu importe vos localisations. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment avoir accès à votre travail, peu importe le lieu où vous trouvez. Bien, l'un des éléments les plus importants ici est souvent celui-ci, qui est celui de l'obtention des données. Donc, ici, vous avez différentes sources de données, mais il y en a bien plus. Donc, si en cliquant là, il devrait y avoir une grosse liste qui va s'afficher sur l'ensemble des données que l'on peut avoir. Comme vous pouvez le constater, ici, c'est scindé. Ici, il y a tout. Ici, on a les types, les sources de données, que ce soit des types fichiers, que ce soit des bases de données, que ce soit des plateformes, que ce soit dans le cloud, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, il y a Excel, il y a des fichiers texte, il y a des fichiers JSON, XML, il y a des dossiers, il y a des PDF, il y a, euh, il y a des SharePoint, il y a des bases de données SQL, de SQL Server, il y a des bases de données pour Access, il y a ceci, ça provient de SSIS, SSAS plutôt. Donc, lorsque vous avez créé vos infocubes, vous avez la possibilité de les utiliser dans Power BI. Il y a des bases de données Oracle, il y a bases de données. Bref, c'est une multitude, hein. Il y en a vraiment. Vous avez même la possibilité de pouvoir avoir accès à des données via Internet. Donc, il y en a tellement. La personne ne pourra dire qu'il ne peut pas avoir accès à certaines données. Il y a des données partout de chez partout. Donc, vous pouvez à la fois, il y a la possibilité de pouvoir combiner dans plusieurs sources. De pouvoir combiner plusieurs sources ici et de les utiliser. Et quand on les utilise, en fait, il y a cette partie qui est très importante. Parce que ici, nous sommes sur la partie report, donc la partie qui permet de faire nos rapports. Et ici, en fait, on a la possibilité de regarder les différentes données que nous utilisons. La table utilisée ici, c'est la table de COVID. Donc, c'est voilà les différentes données que nous avons au niveau de notre table. Ce sont des données prises via une source Internet. Donc, c'est un lien que nous avons utilisé pour le faire. Et donc, les différentes données sont là. On a les différentes données. Et lorsque vous avez, comme on l'a défini au départ, lorsque vous avez un modèle comme peut-être Poussaki là, quand vous avez un modèle avec plusieurs tables interconnectées entre elles, vous avez la possibilité de visualiser comment les tables sont connectées à ce niveau-ci et comment est-ce que vous devez manager vos données pour obtenir les résultats que vous voulez lors de l'accès aux données avec Power BI. Ici, nous avons une seule table qui est celle qui a toutes ces colonnes-ci. En fait, la toute dernière colonne ici est une colonne particulière parce qu'au départ, elle n'existait pas dans la table en question. Ceci, c'est une mesure que nous avons créée. C'est une mesure que nous avons créée. Donc, les mesures, on les crée. Donc, à l'intérieur de Power BI, il y a deux notions qui sont souvent essentielles. Il y a ce qu'on appelle les colonnes calculées et il y a les mesures. Ce sont deux éléments assez importants qu'on va voir normalement pendant nos travaux sur Power BI. Il y a les mesures et les colonnes calculées. Les colonnes calculées ici, les colonnes calculées ici vont s'appliquer là. Donc, on aura la possibilité de pouvoir créer une colonne qui pourra prendre en compte deux à trois colonnes, et ainsi de suite, même n colonnes.
qu'on va jumeler pour qu'on puisse avoir une seule colonne. Et les mesures vont s'appliquer sur les calculs qui peuvent être les calculs d'une colonne ou bien les calculs de deux colonnes, ainsi de suite. On pourra créer et utiliser des mesures. Ce sont ces outils-là qui vont nous permettre de pouvoir facilement travailler. Donc, ici, vous avez l'ensemble des graphes, l'ensemble des graphes que vous pouvez utiliser dans l'ensemble des présentations. Comme ici, voici l'une des visualisations. Voici une autre visualisation. Ici, on a l'ensemble des visualisations. Euh, Certes, parfois, ce sont des données qui nécessitent parfois la connexion à Internet. Comme vous pouvez le constater là, ici, j'ai utilisé cette map pour voir à peu près les zones d'impact du Covid dans le monde entier, quelles sont les zones les plus touchées, les moins touchées, ainsi de suite. Et là, ce sont les éléments que nous utilisons. Donc, si nous sommes là, si on prend ici, c'est la mesure que nous avons eu à créer qui calculait le taux de létalité dans le nombre de morts. Ça peut être calculé en fait en regardant le nombre de personnes contaminées, de pouvoir regarder aussi le nombre de personnes décédées et de pouvoir calculer en fait le pourcentage de morts en considérant ceux qui étaient déjà malades, ceux qui avaient été considérés étant malades, quel quel pouvait être l'impact de cette maladie-là. Si c'est qu'il arrivait à ce que quelqu'un tombe malade, quelle est la possibilité, quelles sont les chances pour que cette personne meure. Donc, en regardant le taux de létalité, on peut voir à peu près comment est-ce que la maladie se comporte. Est-ce qu'elle est si terrible que ça ou pas? Donc, voilà, grosso modo, ce que l'on retrouve sur Power BI. Grosso modo, ce qu'on retrouve sur Power BI, on peut avoir accès aux données, et ainsi de suite. Donc, dans votre projet que vous aurez à faire, vous allez forcément commencer par la base, c'est-à-dire vous allez forcément commencer par créer votre base de données, créer les tables, les joindre entre elles, garnir les données, les différentes tables avec les données, et par la suite, avoir les données en question sur Power BI et créer des rapports. Donc, et les rapports en question, il y aura forcément il y aura forcément certaines choses que nous allons demander pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous devez travailler. Est-ce que vous devez créer des colonnes calculées? Est-ce que vous devez créer des mesures que vous allez utiliser? En fait, il y a un bon nombre de choses que nous allons voir sur Power BI et on va combiner. Vous allez donc combiner cela avec tout ce que vous avez vu sur SQL et ça va permettre à ce que vous ayez un projet qui vous permettra de mettre en pratique les différentes connaissances que vous avez reçues jusqu'à présent. Est-ce que quelqu'un a des questions? Power BI ne fait pas le traitement des données. Donc, pour que les données arrivent sur Power BI, ça doit être bien traité ailleurs. Non, sur Power BI, tu as la possibilité de faire le traitement de données. Les données bon, je ne vais pas dire traitement de données en tant que tel, mais ces données-ci, à la base, il y a des données qui peuvent arriver sous forme de texte, mais que tu dois modifier pour que les données soient de forme numérique. Donc, si je prends peut-être, je peux dire comment, ici peut-être mort par habitant, mort par million d'habitants. Normalement, ces données sont censées être numériques et après, ça arrive sous forme de texte. Je suis censé modifier ces données pour que ces données se retrouvent sous forme de texte. S'il y a des valeurs qui sont à zéro ou bien des valeurs manquantes, il va falloir que tu trouves un moyen d'éliminer les valeurs manquantes. Donc, il y a des transformations que l'on fait sur Power BI. Donc, ça n'arrive pas déjà en étant clean, clean, clean. Il y a des informations sur lesquelles tu dois travailler. Si c'est qu'il y a un travail à faire, forcément, il y a des données sur lesquelles tu dois travailler et pour avoir les résultats que tu souhaites avoir. D'accord. Donc, Merci. parfois, une fois que vous avez terminé avec votre travail sur Power BI, il y a soit des possibilités de pouvoir mener des études que vous liez directement à des prévisions à travers les méthodes de machine learning.
Est-ce que là, ça va? Oui, ça va pour moi. Est-ce que pour les autres, ça va? JR et... Oui, ça va. D'accord. Donc, vous aurez votre fiche d'exercice comme prévu. Nous allons corriger. Nous allons commencer à travailler sur Power BI. Donc, pour ce jour, je vais vous remercier de votre disponibilité. Je vais également vous remercier de votre patience et de vos efforts fournis pour la compréhension des différentes notions qu'on aborde. Merci à vous aussi pour la qualité de l'enseignement surtout. Je vous en prie. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et, s'il plaît à Dieu, à la prochaine. Merci pour meilleur bon début de semaine. Ok, merci beaucoup.